Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci Rodrigue Gaego. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Gazette du Togo.com, également correspondant de Radio Kanaka ici au Togo. Radio Kanaka, c'est basé où exactement? La Radio Kanaka est basée en Suisse. En Suisse. Eh bien, comment vous faites pour donc relayer les informations d'ici là? Ben écoutez, quand on est journaliste, je crois que ça c'est la moindre des choses. Ce qui est important, c'est le traitement de l'information. Je crois que tout le monde, tous ceux qui sont dans ce métier-là, savent ce qu'il faut faire pour que l'information soit diffusée au bon endroit. Et vous savez que nous avons une connexion qu'on manipule la satiété à tous égards, à tout moment. Et donc ça nous pose énormément de problèmes, mais ça ne nous faiblit nullement. Nous continuons parce que la preuve, lorsque les gens ont trouvé opportun de dilapider les fonds du Togo à hauteur de milliards pour la coupure de l'Internet, l'information, elle a été sur la toile, donc c'est ça l'important. Nous y tenons. Merci, courage à vous. Eh bien, Rodrigue Gaego, le dialogue tant annoncé depuis plusieurs mois a enfin une date, c'est le 15 février. Le 15 février prochain, acteurs politiques et de la société civile seront donc à la table des discussions pour donc discuter, échanger sur la question des réformes politiques au Togo, notamment les revendications que porte aujourd'hui la C14, la coalition 14. On parle du retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle, on parle du vote de la diaspora, on parle du scrutin uninominal à 2 tours. Rodrigue Gaego, enfin, une date, et c'est quand même à saluer, puisque on a tant entendu. Ben écoutez, moi je ne dirais pas que c'est à saluer, c'est de bonne guerre, parce que l'important ce n'est pas une date pour le dialogue, ni le dialogue en soi, mais c'est ce qui va sortir de ce dialogue-là. Ce n'est pas que les gens aillent s'asseoir dans une salle pour discutailler, où les gens auront peut-être... Discutailler ou discuter? Permettez. Vous savez, du moment où on ne nous prouvera pas le sens véritable d'un dialogue dans notre pays, moi je demeurerai un saint Thomas. On a connu au moins 26 dialogues. Et sur ces 26 dialogues-là, on vous parlera tantôt de dialogue de sourds. On vous dira par exemple, vous connaissez le fameux un camp qu'on jouait quand on était enfant au football, un camp, c'est-à-dire tout le monde se retrouve dans un camp. Vous voyez, et ça, ce n'est pas un dialogue. Le dialogue par définition, c'est des échanges. Vous comprenez? C'est ça qu'on met dans le dialogue. Mais que quelqu'un se dise, on ne va pas à ce dialogue pour discuter parce que les gens ont tendance d'avoir des sujets tabous, ce ne sera plus dialogue. Mais je voudrais bien compter sur la sincérité des acteurs que je prie fort Dieu de toucher à leur cœur pour que les côtés assez noirs et noircis, noirâtres, disparaissent et fassent place à la blancheur pour que de fumée blanche sorte de cette salle qui va abriter ce dialogue-là. Eh bien, et comme je l'ai dit, l'important, ce n'est pas le dialogue. Maintenant, qui participe? J'ai entendu tout à l'heure dans l'IBLE que tu as fait qu'il y aura des acteurs de la société civile. Non, moi, je crois que c'est un dialogue entre le pouvoir qui refuse d'adhérer au principe de l'alternance et donc qui gère le pays de maître depuis plus de 50 ans. Et face à une coalition de 14 partis politiques. Donc pour vous, ce dialogue ne doit pas être inclusif. Qu'est-ce que vous mettez dans inclusif? Quelqu'un qui ne revendique rien va aller dire quoi? Vous ne revendiquez rien, vous allez aller dire quoi? Mais tous les autres, à moins quand même des réformes. Parler de quoi? Des réformes politiques. Là, nous sommes en train de parler des revendications qui ont connu un regain de tension depuis le 19 août 2017. Et quand vous reconsidérez cette date de 19 août, jusqu'à ce jour, vous comprendrez qui sont réellement en train de réclamer, de revendiquer et de subir les exactions de tout genre à eux infligées par le pouvoir parce qu'ils revendiquent l'alternance et le changement. Et là, je vous dis, c'est un dialogue qui doit opposer ce pouvoir qui refuse d'adhérer au principe de l'alternance et de la démocratie à la coalition des 14 qui revendique le retour à la Constitution de 92, vous allez citer, mais permettez, souffrez que je revienne, le vote de la diaspora, le déverrouillage de toutes les institutions de la République. Vous n'êtes sans savoir qu'on ne peut pas normalement parler d'institutions de la République au Togo. Parce que dans une République, les institutions ne prêchent pas pour la chapelle du président.
Mais les institutions sont là pour travailler pour le bonheur du peuple. On n'en a pas. Et donc il faut les déverrouiller. On doit également aller à une réforme complète de l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui sont dans l'administration publique sont porteurs de couleur bleue. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Et donc, ce sont, entre autres revendications portées, qui constituent les aspirations profondes de la nation, sans oublier la levée de l'état de siège. Ça fait quelques dizaines de jours que je suis revenu du Nord. Moi, j'ai constaté encore la présence de militaires dans les 3 villes, Mango, Bafilo et Sokodé. Et donc, il faut aujourd'hui lever l'état de siège. L'état de siège a été levé officiellement. Non, mais écoutez, je ne lis pas les papiers. Je vous ai dit que ça fait une dizaine de jours que je suis revenu de l'intérieur du pays. Je parle de ce que j'ai vu, j'ai constaté, mais pas ce qu'on me demande de lire sur les papiers. Je ne lis pas. Je constate. Et donc, on doit aller à la levée de l'état de siège et permettre, pourquoi pas, si ce dialogue ne peut pas véritablement résoudre le problème, que toutes les localités soient accessibles à tous les Togolais. Qu'il n'y ait pas de localité où on se dise que c'est notre propriété privée, nous ne serons pas dans le champ de maïs de quelqu'un. Le Togo, c'est 50 combien de kilomètres carrés, parce que c'est en train d'être émietté par l'érosion côtière au niveau des lacs. Mais ça appartient à tout le monde. Ça appartient parce que la constitution togolaise, toutes les versions violées, tripatouillées, le disent clairement que tous les Togolais sont libres de circuler sur toute l'étendue du territoire national de Lomé à Saint-Cassé. Et donc, il n'y a pas question qu'une localité soit interdite de manifestation. Et là, on prouve que nous sommes dans un régime dictatorial. Rodrigue Gahigo, à ce 27e dialogue que va connaître le Togo le 15 février prochain, d'aucuns estiment que c'est une question qui porte sur l'ensemble du Togo, qui porte sur le Togo, l'avenir politique du Togo, et aucun acteur politique ne devrait être exclu. Quand vous prenez par exemple le contexte politique dans plusieurs pays qui ont connu cette situation avant nous, c'est-à-dire qui ont pu connaître le dénouement parce que notre situation dure depuis plus de 52 ans maintenant, dans ces pays-là, généralement le français, je ne sais pas pourquoi les gens refusent de comprendre ou de bien lire le français, on parle de pourparler entre les protagonistes de la crise. Et vous savez ce que le dictionnaire met dans protagoniste? Deux courants d'idées qui se battent. Mais si le gouvernement n'a pas parlé de protagoniste de la crise. Ce n'est pas le gouvernement qui va instituer les règles de déroulement du dialogue. Nous sommes face à un gouvernement partisan, d'accord, qui ne joue pas son rôle, mais qui joue plutôt le rôle d'un parti politique. Et face à une coalition ou un groupe de partis politiques de l'opposition qui disent « nous ne sommes pas d'accord ». Et donc, vous comprenez? Et donc, pour vous, Rodrigue, vous pensez que c'est facile que les gens dorment sur leur laurier au moment où les autres marchent tous les jours? Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile de marcher d'Atikoumé jusqu'à la plage au point de chute de ces manifestations? C'est leur choix. Vous pensez que c'est facile de... C'est leur choix. Donc, que ceux qui ont fait le choix de se taire se taisent à jamais. Ils sortent des communiqués quand même. À gauche, je ne suis pas en train de parler. Ils ont sorti des Je viens de vous dire un certain nombre de propositions. Je viens de vous dire à la crise à l'heure que qui ne dit rien consent. Vous comprenez? Et c'est le pouvoir qui nous l'a appris. Qui n'est pas pour nous est contre nous. Et ils ont sorti des communiqués. Et je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas liseur de communiqués. Je constate. Je suis en train d'analyser. On peut constater également un communiqué. Constater un communiqué, sauf que je refuse de constater des communiqués qui prêchent pour la chapelle. Vous savez ce qu'on met dans inclusivité de ce dialogue, ce que les gens veulent faire de ce dialogue-là, hein? Non, de quoi? Notre histoire ne date pas d'aujourd'hui. Des partis préfabriqués, des partis satellites, des partis tiroirs du pouvoir. On va rassembler, heureusement que le président de la République, et ça je le félicite, il a eu l'ingénieuse idée de déclarer à Jeune Afrique qu'il ne veut pas d'une conférence nationale bis. Et donc, souffrir que ce dialogue-là soit inclusif entre le pouvoir et la coalition. Rodrigue Gahigo, quand vous dites par exemple, vous parlez des partis satellites, c'est parce que ces partis aujourd'hui ne se retrouvent plus dans la rue avec la coalition 14 que vous les qualifiez de partis satellites ou partis à la solde du pouvoir. Vous savez ce qu'on appelle opposition? Par essence, les partis de l'opposition sont des partis
qui constitue un contrepoids au pouvoir. Et quand on est parti, on ne constitue pas un contrepoids au pouvoir, on est pour le pouvoir et on roule pour le pouvoir. Est-ce qu'être jouer le rôle de contre-pouvoir, est-ce que c'est toujours rester dans la rue? C'est d'être présent là où on martyrise le peuple. C'est d'être présent là où on opprime le peuple. C'est d'être présent lorsque, par exemple, on tire sur les populations. C'est d'être présent pour défendre la cause du peuple. Ce n'est pas pour aller défendre la cause du dictateur. Et quand vous défendez la cause d'une dictature, vous n'êtes pas opposant. Il peut y avoir, vous ne l'êtes pas. Plusieurs courants dans l'opposition. Plusieurs courants. On les a baptisés par endroits des radicaux et des modérés. Je ne sais pas ce que vous mettez, je ne sais pas ce que vous mettez dans modéré, mais tel que je vous le dis, quoi qu'on dise aujourd'hui, on a un pouvoir qui refuse de donner au peuple ce qu'il veut, et on a une coalition qui combat aux côtés du peuple pour arracher ce que le peuple veut. Et donc, ces deux courants d'idées constituent les protagonistes de cette crise, et c'est à eux de dialoguer pour trouver une solution à cette crise-là. C'est très important. Eh bien, nous parlons toujours des acteurs qui pourraient être donc impliqués dans ce dialogue annoncé, ce dialogue qui aura donc lieu le 15 février prochain. Il y a un groupe d'acteurs ou d'organisations de la société civile qui réclament également leur place à ce dialogue, notamment le Front Citoyen Togo Debout. Non, archi faux. J'étais heureusement à la conférence publique hier du Front Citoyen Togo Debout, qui n'a jamais exigé sa présence. Ah, il a réclamé, le front a réclamé. Je vous dis, j'étais à la conférence publique. Bien avant cette conférence. Heureusement que vous dites bien avant cette conférence. Oui. Ça veut dire que vous devez constater avec moi que si ce que vous dites est avéré, ça voudra dire que les situations ont évolué. Mais je vous dis, quant à cela me tienne, qu'hier j'étais à la conférence publique du Front Citoyen Togo Debout, qui dit ne pas exiger sa présence à ce dialogue, mais qui sera porteur d'un message et qui jouera un rôle de veille. Et ce message qu'ils ont passé hier, ils se sont positionnés sur 4 axes. Le retour à la Constitution de 92, pourquoi ce retour? Avec le principe en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats est important, ils l'ont dit dans leur déclaration. Ils ont également parlé du déverrouillage des institutions de la République. Ils ont parlé de l'importance de l'alternance et du changement, le respect des droits de l'homme, entre autres. Et ils ont appelé à un meeting le 13 février. Et ce qu'ils ont encore dit d'impressionnant, c'est que le 14, ils vont remettre aux acteurs politiques, aux autorités togolaises, à la coalition des 14, aux médiateurs, un document qui constitue une sorte de mémo comportant les aspirations profondes, les attentes de ce dialogue-là. Mais en aucun cas, je n'ai lu une déclaration que je tenais encore avant la conférence d'hier, les responsables du Front Citoyen Togo Debout ont réclamé quand même à être présents à ce dialogue. Mais souffrez qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ont changé de langage. Voilà, à vous de constater. Sinon, ils n'ont pas dit ce que j'ai lu et entendu. Peut-être que la coalition n'a pas voulu, la coalition n'a pas voulu donc avoir... Heureusement qu'ils ne l'ont pas dit. Sauf que, selon les informations, je ne sais pas si vous l'avez eu aussi, il y a eu une rencontre entre le Front Citoyen Togo Debout et la coalition. Voilà. Peut-être que c'est à cette rencontre que les choses... Je n'aime pas trop quand on dit peut-être, parce que je ne suis pas dans le suppositoire. Mais puisque ces personnes ou ces responsables ont annoncé, ont réclamé leur présence, et quelques temps après, ce qui est bizarre, j'ai eu la chance de participer pratiquement à toutes les sorties du Front Citoyen Togo Debout. Et c'est peut-être la première fois que j'entends dire que c'est un front qui exigeait sa présence dans ce dialogue. C'est la première fois. Je vous l'assure. Je peux vous sortir après toutes les déclarations dans lesquelles vous pouvez lire donc que le Front Citoyen Togo Debout réclamait donc à être présent. Je ne suis pas au courant. Réclamait la présence de la société civile. Je ne suis pas au courant. Bien sûr. Mais ce dont je suis au courant tel que je le dis, c'est que la société civile, donc aujourd'hui incarnée par le Front Citoyen Togo Debout, dit être acteur favorable d'abord à ce dialogue, refuse cette histoire de dialogue inclusif et voudrait également
que la constitution de 92 soit ramenée dans sa version originelle. Et ça a toujours été clamé haut et fort. Mais c'est aujourd'hui, pour la première fois, que j'entends dire qu'ils ont exigé leur présence. Quand je vais quitter ce studio, j'irai aux informations et pour en savoir. Mais, quant à cela ne tienne, tel que je le dis, pas plus tard qu'hier encore, ce n'était pas le cas. Rodrigue Gaego, oui. Parlant de la société civile et qui aujourd'hui réclame presque les mêmes choses que la coalition 14, en se positionnant de cette façon, est-ce que la société civile ne serait-elle pas prise comme ayant pris parti? Ne sera pas considérée comme ayant pris parti? Oui, non, c'est pas la première fois que quand on me pose cette question, mais je vais encore répondre de la même manière. Allez-y. La coalition des 14 partis politiques ne revendique rien. La coalition des 14 partis politiques est porteur des aspirations profondes du peuple togolais. Et la société civile, le Front citoyen Togo debout, émane donc de ce peuple. Donc la voix, c'est la voix de ce peuple-là. Et c'est normal que celui qui vient porter la voix de ce peuple se retrouve dans le même ordre d'idées, j'allais dire, que le peuple, parce que tous parlent des aspirations profondes du peuple togolais. Aujourd'hui, quand vous allez dans les rues, vous tendez les micros, certes, vous allez voir par exemple des manifestants à l'effigie des partis politiques, mais il y a encore d'autres qui n'appartiennent à aucun parti politique de la coalition, mais qui constituent des Togolais, des compatriotes, qui sortent parce qu'ils ont faim. Ils sortent parce que leurs enfants n'arrivent plus à étudier, à suivre un cursus normal. Parce que les enseignants sont permanemment en grève. Il y en a qui n'arrivent pas à se soigner et qui ont déjà perdu leurs enfants, leurs parents dans nos hôpitaux. Et vous avez également le personnel soignant qui est toujours en grève. Et donc, il y en a qui sortent parce qu'ils ont du mal à manger un bon repas par jour. Il y en a qui sortent parce que dans leur localité, il n'y a pas d'eau potable pour les populations. J'étais dans les savanes et dans une localité où j'ai vu les femmes se laver dans le fleuve, prendre leur bain dans le fleuve, faire leur toilette intime dans le fleuve, et puiser l'eau avec laquelle elles viennent de se laver pour aller préparer à la maison et boire. Et au même moment, vous constatez un troupeau de bœufs qui arrive, qui boit et qui défèque au même moment dans l'eau. C'est ces populations-là qui sont dans les rues. Parce qu'ils disent trop, c'est trop, 50 ans. Ça suffit. Ah donc, aujourd'hui, si les politiques s'alignent sur les aspirations profondes, les acteurs de la société civile, si les politiques s'alignent sur les aspirations profondes du peuple, des aspirations qui sont portées par la société civile, notamment le Front citoyen Togo debout, je ne vois pas une politisation de la société civile. Je n'en vois pas. Va vers une récupération de la lutte politique au niveau de la société civile, si par exemple les politiques échouaient? Je ne suis pas dans le pessimisme. Je suis dans l'optimisme. L'échec, je n'en connais pas. L'échec, je n'en connais pas. L'important, ce n'est pas de tomber, mais c'est se relever chaque fois qu'on tombe. C'est ça l'important. Je ne sais pas ce qu'on met dans l'échec, mais si au cours de ce dialogue ou à l'issue de ce dialogue, les gens n'arrivent pas à s'entendre, ou le pouvoir n'arrive pas à entendre raison et comprendre que martyriser depuis plus de 50 ans un peuple, c'est un crime contre l'humanité, je ne pense pas que ce sera la fin de la lutte. Donc je ne parlerai pas d'échec. Mais je voudrais bien qu'on parle plutôt de l'après-dialogue. Et ça, j'anticipe pour vous répondre, ça pourra être sur deux volets. Et le pouvoir en temps raison, permettez rapidement, le pouvoir en temps raison, et donne au peuple sa souveraineté, on en finit, on entame la mise en application des acquis. C'est-à-dire le déverrouillage des institutions de la République, mais commençant d'abord par le retour à la Constitution de 92, la mise en place d'une transition qui est capitale et importante, parce que ce gouvernement a montré la limite de ses capacités et ne peut logiquement plus rien offrir au peuple togolais. Et donc, le second volet, on n'a pas les acquis, on poursuit, on reprend là où on s'est arrêté. Le problème ne se pose pas. Donc, échec, je n'en parlerai pas.
Eh bien, des acteurs de la société civile, comme des acteurs, disons, leaders d'opinion, estiment ou souhaitent qu'au sortir de ce dialogue, qu'on puisse mettre en place un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition, Rodrigue, qu'est-ce qui justifierait la mise en place de cet appareil? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons face à un gouvernement illégitime, un pouvoir illégitime. Quel sera le rôle d'ailleurs de ce gouvernement de transition? Ben, je vous l'ai dit, c'est la mise en application des acquis du dialogue si jamais on en avait. Quand on parle par exemple du retour de la Constitution de 92, ne me dites pas que ceux qui, par exemple, se basent sur soi-disant colloque pour parler d'aspiration profonde du peuple et supplanter la tournée de Damawa et son équipe où les populations togolaises, les vaillantes populations ont eu à exprimer sans crainte, sans peur, leurs aspirations ont été écartées. Ça ne donnera rien au peuple. Mais la transition aura un cahier de charge et ce cahier de charge sera composé des acquis du dialogue, notamment les aspirations profondes du peuple, et donc la mise en place des conditions de retour de la Constitution, du retour de la Constitution de 92, le déverrouillage des institutions de la République, les réformes du code électoral, ainsi de suite. Voilà. Hier, j'étais impressionné quand, à la conférence publique du Fonds citoyen Togo Debout, un citoyen a proposé la mise en place d'un comité de suivi qui applique à la lettre, pas à pas, les points d'acquis. Genre si, par exemple, les acteurs se disent d'accord, on va libérer les détenus, qu'on les libère en même temps. D'accord, on retourne à la Constitution de 92, on retourne directement à la Constitution de 92 en même temps. Vous pensez que ça va si facile? Oui, parce qu'on a semé la méfiance pendant plusieurs années dans l'esprit du Togolais, et rien n'est impossible, parce que l'impossible, je n'en connais pas. Ça n'existe que dans des dictionnaires. Je n'en connais pas dans la vie pratique. Et souvenez-vous, nous avons un fameux slogan, surtout quand il s'agit des compétitions de football au Togo. Nous disons que l'impossible n'est pas togolais. Ça n'a jamais été togolais. L'impossible n'a jamais été togolais en 2005. Si on appuie en l'intervalle de 3 heures, tripatuer la Constitution pour permettre à M. Faure Gnassingbé de devenir président, de quitter son rang de ministre, faire démissionner son suppléant à l'Assemblée nationale, venir prendre la place du suppléant, devenir député, contraindre le président de l'Assemblée nationale à l'exil forcé en fermant les frontières. Et à l'époque, je rappelle que le président de l'Assemblée avait condamné ce coup d'État constitutionnel. Il l'a appelé coup d'État constitutionnel. Si, en intervalle de 3 heures, on a pu faire tout ça et il n'y avait pas eu impossible, je ne vois pas pourquoi impossible s'imposerait aujourd'hui, qu'il est facile, comme le coulement d'eau de roche, de ramener la Constitution de 92. Eh bien, Anani Sossou, activiste politique, propose dans un pamphlet, il propose ceci, ce dialogue sous l'égide, cette fois-ci, de la médiation conjointe du Ghana et de la Guinée sera le 27e du genre dans l'histoire politique du Togo depuis l'amorce du processus démocratique en 1990. Si on est là à parler encore de dialogue dans ce pays, cela veut simplement dire que d'abord le dictateur de fond, Gnassingbé Yadema, père, puis le fils Gnassingbé le potentat, se sont assis sur les 26 derniers, refusant leur mise en application. Dans la conscience collective de nombre de Togolais, l'issue du 15 février sera à l'image des précédents pour parler si certaines dispositions et décisions sérieuses ne sont pas prises pour permettre une application stricte des conclusions qui émaneront des dites assises. Personne ne peut en douter. 2 éléments clés doivent être pris en considération. D'abord, Anani Sossou propose, depuis l'émission dans la vie politique nationale de ce qu'on appelle la Grande Muette, qui n'en est pas une dans ce pays, elle a toujours été le pilier central d'un pouvoir militaire à ravalement civil. Elle a procédé à tous les coups tordus et aux répressions pour maintenir sur le trône la dynastie de Gnassingbé. Sa mise à l'écart de ces négociations sera un premier handicap pour la mise en œuvre des résolutions de la crise togolaise. Ensuite, Faure Gnassingbé, le principal obstacle à l'alternance politique et chef suprême des armées, devrait, par sa présence aux négociations, en être le garant, prenant ainsi un engagement solennel de ne pas les torpiller. Voilà, et ces activistes politiques, ou cet activiste politique propose donc que l'armée et le président actuel, Faure Gnassingbé soient présents à ce dialogue. Vous trouvez que cela peut impacter l'avenir de ce dialogue ou la mise en œuvre des conclusions qui en seront sorties?
il a eu le courage, Anani Sossou, de toucher du doigt la plaie béante de la crise sociopolitique du Togo. Laquelle? Vous savez, quand vous reprenez l'histoire, toutes les étapes de notre histoire ont été des coups d'État militaires. Il faut avoir le courage de le dire. Partant de l'assassinat de Sylvanus Olympio, et quand vous suivez les éditions de Alain Foucault, où Feu Général Eyadema s'est confié, il a justifié les différents coups d'État militaires. Ce qui voudra dire en quelque sorte que depuis plus de 50 ans, l'armée joue un rôle déterminant dans le maintien de cette dictature. Général Sibé, il y a des membres justifiés donc ces coups d'État par le fait de protéger, de sauvegarder l'unité nationale. Sauvegarder l'unité nationale, ça ne veut pas dire tuer les citoyens togolais. Là où on tue les citoyens, on ne sauvegarde pas l'unité, on divise. Vous tuez mon enfant, vous provoquez les pleurs dans ma maison et vous me parlez d'unité nationale. Soyons sérieux. Les gens sont devenus veufs et orphelins. Vous les voyez dans ce que vous appelez l'unité nationale. S'il faut tuer pour aller à l'unité nationale, je ne pense pas qu'on doit parler d'unité nationale. Il faut plutôt peut-être sauver des vies pour qu'on parle de division nationale. Vous avez compris? Oui, comprenez-moi bien. Maintenant, Anani Sossou, il a ajouté autre chose qui peut régler ce problème-là. Parce qu'on en a vu dans d'autres pays, on l'a vu au Burkina Faso, il dit l'application de telles mesures issues du dialogue sera placée sous l'égide de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU. Ces institutions seront chargées d'accompagner la transition jusqu'à son terme. Ça règle le problème. Quand on est kleptomane d'armes, on a la gâchette facile, il faudra des mesures appropriées pour empêcher le voleur de voler davantage ou le tueur de tuer davantage. Est-ce que la communauté internationale sera ou serait capable? La question, ce n'est pas si la communauté internationale sera capable, mais nous en appelons à une communauté internationale responsable de l'histoire du Togo, l'histoire politique du Togo. Vous savez, en 2005, si on n'a pas pu aller à l'alternance, c'est la CEDEAO qui a joué un rôle flou. Et ces dernières années, les gens se mordent les doigts d'avoir cru que ça pouvait, ou d'avoir plutôt cru que le porc, après son bain, ne devrait plus retourner à la saleté. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il s'agit d'en appeler au sens de responsabilité de la communauté internationale face à l'histoire politique du Togo. Et les appeler à jouer le rôle qui est le leur, de préserver un peuple et non des intérêts personnels, partisans, des intérêts inavoués, mais il faut préserver un peuple, tout un peuple, la souveraineté d'un peuple et donc celle du peuple togolais. Et ça, que les gens comprennent bien que le Togo est le mauvais élève dans la sous-région en matière d'alternance et de changement. Je me réjouis quand, sur la note de sanction de la Guinée, ce soit la signature du chef de l'État, Faure Eswazini Magnasimbe, qui soit apposée, sur ces sanctions qu'on inflige à un régime qui a les mêmes pratiques que le nôtre. Je veux bien croire que la nuit porte conseil et que peut-être demain, on nous dise qu'il est inutile d'aller à un dialogue car toute la souveraineté du peuple togolais sera rétablie ou restaurée. Eh bien, vous proposez, ou des acteurs politiques proposent, et des acteurs politiques et de la société civile proposent donc qu'à l'issue de ce dialogue, on ait donc un gouvernement de transition. Donc on propose donc l'accompagnement de la communauté internationale pour l'exécution de ces conclusions. Le Faure Gnassingbé l'a clairement dit dans Jeune Afrique, que quelle que soit l'issue du dialogue, le peuple sera consulté. Donc on ira au référendum. Vous savez, on ne va pas à ce dialogue pour faire la volonté de M. Faure Gnassingbé. Il y a le chef de l'État. On ne va pas à ce dialogue pour faire la volonté de M. Faure Gnassingbé. On va à ce dialogue pour traduire dans les faits ou arracher les aspirations profondes du peuple togolais.
c'est le peuple qui est souverain, ce n'est pas M. Faure Gnassingbé qui est souverain. Rodrigue Aïgo, vous oubliez que quand on parle on parle du dialogue, on parle de négociation, on parle de compromis. Vous savez, dialogue ne peut forcément pas être compromis. Mais compromis, il peut y en avoir. Cela dépend de ce qu'on met dans compromis. On ne va pas parler de compromission. Parce que hier, le Front Citoyen Togo Debout l'a dit, il n'y aura plus de compromis au dos du peuple togolais. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des partisans qu'on retrouve dans les rues. Des manifestations. On retrouve tout un peuple qui est décidé à arracher sa souveraineté confisquée. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, on ne va pas à ce dialogue pour faire la volonté de quelqu'un. Vouloir le référendum ou ne pas en vouloir, c'est le temps qui définira les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Le dialogue. C'est la fin qui justifie les moyens. Rodrigue Aïgo, pendant que l'opposition ou la coalition 14, ces manifestations commencent par s'émousser un peu, on note de l'autre côté, je parlais du pouvoir unir, un regain en matière de manifestations, en matière de grands événements. On a noté en 4 mois, 4 congrès, de grandes manifestations. Est-ce dire donc que le pouvoir a repris la main? Vous savez qui court derrière les pharmacies de garde? C'est une personne qui a peut-être soit son enfant qui meurt, son parent qui meurt, ou lui-même en difficulté sur le plan santé. C'est cette personne-là qui court derrière les pharmacies de garde, les cliniques. J'ai répondu à votre question. Quand vous dites que les manifestations de l'opposition sont émoussées, j'ai la chance d'être sur le terrain tout le temps, et samedi dernier, c'est pas moi qui le dis. Hubert Atisso, le président de Togo Autrement, le Togo du je ne fais pas un commentaire politique. Il a bien dit. Je vous ai toujours dit, Rodrigue parle de ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. Mais lui, il est responsable. Il est l'un des responsables. Je ne suis pas obligé de dire ce qu'on reste. Je ne suis pas obligé. C'est ce qui fait la différence entre nous, quelque part, avec certaines personnalités. Les politiques ont leur regard. Je suis compatriote, je suis du peuple, j'ai mon regard. Et donc, ce que j'ai vu samedi, on ne peut pas parler de manifestations qui s'émoussent. Mais il faut poser peut-être un autre problème. Pourquoi, par exemple, mercredi, jeudi, la foule n'est pas au nombre comme on le voit les samedis? Je veux voir les acteurs poser ça comme problématique. Je ne vais pas divaguer. Mais samedi, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match samedi. Et j'ai été impressionné par cette chanson. Ça m'a plu. Oui, non, mais je dis ça m'a plu parce que ça a été chanté une fois encore, ça m'a plu. Entre ceux qui viennent d'eux-mêmes réclamer leur souveraineté et ceux qu'on amène pour proclamer une paix qui n'existe pas ou qui n'existe que de nom, il y a une différence. Il n'y a pas la paix au Togo. Qu'est-ce que vous mettez dans paix? Quand on peut sauter sur quelqu'un tout de suite et le jeter en prison, vous parlez de paix? Vous avez vu ce qu'on a fait aux étudiants la dernière fois? On ne les a pas pris dans l'enceinte de l'université. On les a pris. Le professeur Denis Kokoro a expliqué les motifs de cette arrestation. Ça ne se justifie pas. Ah bon? Ça ne se justifie pas. C'est comme ça qu'un jour, Non, répondez à ma question. Quand des étudiants, selon les propos du professeur Dodi Kokoro, que le président de l'université de Lomé, ces étudiants ont des lances avec des acides et qu'ils lancent sur des agents, des policiers de l'université, vous pensez que ces actes doivent être tolérés? C'est ce que lui a écrit. Et je ne vois pas un bon journaliste qui va reprendre ce qu'il n'a pas vu. C'est pour ça que je vous ai dit, je lis oui, mais je ne reprends pas ce que je lis. Le journaliste ne doit pas dire ce qu'on a dit. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais été content que vous relisiez le communiqué de démenti publié par les étudiants. Et là, ça nous interpelle à faire la part des choses. Ok. Supposons que l'étudiant a sa moto en panne et paye le carburant d'1 litre dans un bidon. Et il fait les pas entre les stations au service d'Atikoumé, venant par exemple vers Estao, et qu'on le prend, on dit, il porte l'essence pour aller brûler quoi à l'université. Vous pensez que c'est juridiquement ça une base?
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais souffrez que je vous le dise, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Eh bien, Rodrigue Gallego, restons toujours sur la base de la coalition. Dans la coalition, on a l'impression d'avoir de différents messages. Maître Tchassona Traoré de la coalition qui invite donc les populations à sortir au moment venu pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Jean-Pierre Fabre qui dit nous n'allons pas aller à une élection sans que les exigences ou notre plateforme ne soient satisfaites. Tantôt on parle du dialogue, tantôt on parle de nous n'allons pas aller à ce dialogue. Il y a quand même un flou tout autour du message à retenir, ou du message collectif ou commun de cette coalition. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Parce que si vous voulez parler de la coalition, j'aurais préféré qu'on parle des communiqués sur lesquels on a écrit coalition des 14 partis politiques de l'opposition et on prend soin de mettre ANC, ADI, PNP, Santé du Peu, CAR, FDR, etc. Les partis politiques ont chacun une vision. Aujourd'hui, du moment où tout est fondu dans une coalition, les sorties des acteurs, il faudra bien les placer dans un contexte. Il ne suffit pas de prendre la fin des propos, mais aller en profondeur et voir le contexte dans lequel ces propos ont été... C'est-à-dire on peut être ensemble mais tenir de différents langages. Je ne parle pas de... Je vous parle de contexte. Il faut analyser le contexte, mais il ne faut pas mettre en exergue. Prendre un élément sorti de la réponse d'une question liée à un contexte pour généraliser. Maintenant, qu'à cela ne tienne, M. Tchassona Traoré n'a pas dit qu'il parlait au nom de la coalition. Parce que je sache, je ne suis pas porte-parole de la coalition, mais vous ferez mieux de les inviter, de leur poser la question. Mais en tant que Togolais, en ce moment-ci, précis, tous les regards restent focalisés vers la coalition et non vers les acteurs politiques. Eh bien, Rodrigue Gallego, restons toujours sur ce dialogue. Le dialogue, vous l'avez souligné tout à l'heure, un petit propos qui est lié par exemple au communiqué. Le communiqué sorti par les facilitateurs, ce communiqué également a suscité tout un tollé. Après donc, ce communiqué, après l'annonce du communiqué, on a constaté donc que la personne citée comme ayant participé à la confection de ce communiqué, je voudrais citer la représentante de la coalition 14, Mme Brigitte Diamago, elle a souligné qu'elle n'a pas donc donné quitus à ce communiqué, puisqu'elle demandait donc un communiqué de la coalition demandait des clarifications. Oui, un communiqué de la coalition demandait des clarifications. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que samedi dernier, la coalition a annoncé, dans un premier temps, il y a eu un communiqué qui était sorti où la coalition prenait acte du communiqué publié. Et le communiqué publié plutôt disait que à partir de la date, plutôt le maintien de la manifestation de samedi. Je voudrais parler du communiqué des facilitateurs. Il disait tout simplement qu'à partir de la date de publication, de la date du dialogue, aucune manifestation ne sera plus... toutes les manifestations seront mises en veilleuse. Toutes les manifestations mises en veilleuse, ça c'est leur point de vue, ou n'est-ce pas, ce qui est contenu dans un communiqué. Donc les acteurs, les responsables de la coalition n'avaient pas accepté. Je ne suis pas de la coalition, mais j'analyse et je vous dis que samedi dernier, si le problème était véritablement posé, j'ai écouté, j'ai interrogé des acteurs, j'ai interviewé des acteurs, des membres de la coalition, et qui n'ont pas trouvé de problème dans ce que les gens transforment en problème. Quoi qu'on dise aujourd'hui, les médiateurs ont sorti un communiqué. Dans leur communiqué, ils disent qu'il n'y aura plus de manifestations. La coalition a maintenu sa manifestation de samedi.
la médiation n'a jamais réagi que parce que vous avez fait ceci, patati patata, donc n'en faisons pas un problème. Moi, je n'en vois pas, il n'y a pas un problème. Et figurez-vous, les manifestations constituent un droit constitutionnel. Et un droit constitutionnel qu'un communiqué ne peut pas supplanter. Les autorités togolaises avaient commis la même erreur. Et c'est forcément eux qui imprimeraient ce rythme parce que les manifestations les dérangent. Vous avez dit que vous ne faites pas usage de peut-être. Vous n'avez pas donc la certitude que ce sont eux qui ont imprimé cette directive. Je dis, les autorités togolaises ont déjà commis l'erreur. Peut-être qu'ils seraient à l'origine de cette idée-là. J'en sais rien, mais le peuple togolais est libre de manifester parce que c'est un droit constitutionnel. Et donc pour vous, Rodrigue Gallego, au moment où les dialogues se tiendraient, il faut également maintenir donc, la pression de la rue. Ben, je vous renvoie vers le Bénin. Quand cette histoire de révision constitutionnelle avait été initiée par Dr Thomas Yaïboni, mais les députés étaient au Parlement, le peuple était dans la rue. C'est ça la démocratie. Parce qu'il faudra que les gens sachent que tout un peuple les regarde et voudrait que ces aspirations profondes triomphent. Il ne faut pas créer des préjudices là où il n'y en a pas. Il ne faut pas créer des histoires là où il n'y en a pas. Ce n'est pas le peuple qui va aller dialoguer. Donc le peuple va rester donc, debout. Mais pourquoi pas? Il y a un philosophe qui l'a dit, il préfère mourir debout que de vivre à genoux. Vous comprenez? Donc le peuple togolais doit être debout de bout en bout. Mais d'aucuns, certains acteurs ou certains observateurs pensent qu'il doit y avoir une trêve dès que ce dialogue est annoncé pour permettre à ce que le pays puisse respirer économiquement un peu, puisque depuis ces manifestations ont asphyxié un peu économiquement le pays. Non, ce sont les gens qui refusent de voir le blanc sur le noir qui tiennent ces propos-là. Quand les gens disent que les marches sont en train d'affaiblir l'économie du Togo, dites-moi si ce sont les marches qui empêchent la SNPT d'être bien gérée. Dites-moi si ce sont les marches qui ont empêché Togo Télécom d'être bien gérée. Dites-moi si ce sont les marches qui ont fait que les institutions bancaires de l'État n'ont pas été bien gérées ou ne sont pas bien gérées. Dites-moi si ce sont les marches qui font que les ressources du pays sont pillées, détournées par une minorité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Fognasimbe qui l'a constaté. Dites-moi si ce sont les manifestations. Alors maintenant, de l'autre côté, si on dit que les manifestations sont en train d'épuiser l'économie du Togo ou de porter un coup à l'économie du Togo, les autres manifestations que le pouvoir organise, des marches pour la paix, des courses pour la paix, des jogging pour la paix, ces artistes qu'on ramène à coups de millions. Et puis j'ai écouté un acteur étranger sur une radio de la place dire que pour sa conférence, les autorités togolaises lui ont donné 3 millions pour louer une salle de conférence. Un acteur politique ou un acteur... Je vous dis un acteur étranger. Et ça, ce n'est pas l'économie du Togo. Non, que les gens ne parlent pas de ce qu'ils ne connaissent pas ou de ce qu'ils ne veulent pas voir. Qu'ils se taisent s'ils n'ont rien à dire. Ça aussi, c'est la philosophie. Si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, le mieux à faire, c'est de se taire. Ces marches, affaiblir l'économie, je n'en vois pas. Maintenant, quand cela ne tient, s'il faut affaiblir l'économie... Quand vous rentrez dans la masse, quand vous interrogez certaines personnes, et les bonnes femmes, ils disent que, par exemple, à ce jour de la manifestation, elle n'a pu rien vendre. Elle n'a pu rien vendre. Mais est-ce que c'est forcé? C'est forcé. Elle va aller traîner les gens pour venir acheter les gens qui n'ont pas d'argent. Je vous ai dit que ceux qui marchent disent qu'ils n'arrivent pas à manger une fois par jour. Ça vous a dit qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont aller acheter quoi au marché? D'autres disent que c'est le sacrifice. S'il faut aujourd'hui manifester pour sauver l'économie du Togo des mains des pilleurs professionnels, pourquoi ne pas le faire? Il faut le faire. Je vous le dis, ce ne sont pas ces manifestations qui sont en train d'affaiblir l'économie, c'est le pillage systématique érigé en règle de gouvernance qui est en train de le faire. Vous avez parlé de conseil des sages. Et j'ai été frustré de voir à la tête du conseil des sages M. Charles Kondi Agba, qui a été au cœur d'une situation liée aux moustiquaires dans ce pays. Et ça, c'est des tristes réalités.
Vous avez vu par exemple tout ce qu'on engage dans l'organisation. On en avait parlé dans votre studio ici de la fête traditionnelle et voilà. Ça, ce n'est pas l'économie du Togo. Des partenaires investis. Ce n'est pas l'économie du Togo. Ce n'est pas l'économie du Togo. Chers confrères, vous savez, la vérité blesse, mais elle arrange. Si l'économie du Togo souffre, c'est parce que nous avons une politique de gouvernance absurde. Une politique de gouvernance qui a atteint un ménopause qu'aucun remède, si ce n'est l'alternance et le changement, ne peut régler ou ne peut guérir. Rodrigue Garrigou, tout tourne aujourd'hui sur la question de l'alternance politique au Togo. Quand vous étudiez un peu le passé politique du Togo par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à une alternance dans ce contexte mouvementé? Pourquoi pas? L'alternance, c'est un passage obligé. C'est inévitable, c'est indispensable. Est-ce que c'est l'alternance le problème? Oui, bien sûr. Pourquoi vous n'en trouvez pas? C'est l'alternance le problème. Donc on pense qu'il faut aller quand vous seul vous mangez, on pense qu'il faut aller au-delà de la loi dit, tu manges 2 plats, tu pars, je viens, je mange, au plus 2 plats, je pars. Jacques vient, il mange 2 plats, au plus il part. Et toi, tu es là, tu manges 6 plats, 7 plats, 20 plats, 30 plats, 50 plats. Tu veux qu'on applaudisse, que les autres qui doivent venir manger applaudissent? C'est ça? Respectons les aspirations profondes du peuple togolais. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça pose le problème de l'alternance. Et quand l'alternance sera là, c'est tout ce que le peuple demande. Retour à la constitution de 92 avec le principe en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est l'alternance. C'est ce qu'il faut donner, c'est le prix à payer. Est-ce que, au dialogue, vous pensez que le pouvoir unir pourrait accepter facilement aller dans ce sens? Vous savez, le berger qui conduit son troupeau, c'est lui qui donne la voie sûre. C'est le peuple. Et c'est au peuple togolais de prendre ses responsabilités. Quand vous parlez du peuple, l'autre cas également parle du peuple. Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure. Je ne parle pas de ceux qui viennent manifester pour prendre l'argent. Je parle de ceux qui prennent leur argent pour se déplacer, parcourir des kilomètres pour venir dire 50 ans, ça suffit. Je parle de ce peuple-là. Je parle du peuple qui a du mal à se faire soigner. Je parle du peuple qui a du mal à manger une seule fois par jour. Je parle du peuple qui souffre dans des conditions absurdes d'études. Je parle du peuple qui voit les ressources de ce pays dilapidées. Je parle de ce peuple-là. Je ne parle pas du peuple entre griffes qui fait économie sur la situation dictatoriale et de malgouvernance que nous vivons. C'est 2 tableaux différents. Donc, je parle du peuple togolais qui aspire au changement. Et ça, c'est inévitable, indispensable, incontournable. Oui, je suis optimiste quant à l'alternance et le changement. L'alternance, le changement, voilà les grandes questions qui se posent dans l'histoire politique du Togo depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le dialogue est annoncé et beaucoup attendent savoir de quoi ou qu'est-ce qui sortira bien sûr de ce dialogue. De ce dialogue, est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, vous pouvez nous dresser un petit résumé de ce que ce dialogue pourrait permettre au peuple togolais ou à la nation togolaise? Ben, je crois l'avoir déjà expliqué. J'ai dit au sortir de ce dialogue, il y a 2 probabilités. Je parle des avantages. Les avantages, mais c'est que le peuple doit sortir gagnant. Si la souveraineté du peuple est restaurée, vous et moi aurions la facilité, nous aussi, de jouir de notre travail. Ce ne sera pas question de distribuer 400 000 à la fin d'année à une catégorie de journalistes pour je ne sais quoi, on dit acte de générosité ou je ne sais pas, récompense, je ne sais pas. Il s'agira d'offrir de meilleures conditions de travail et de vie aux journalistes, aux travailleurs de l'administration publique, aux enseignants, aux médecins,
Et là, les élèves, au lieu d'être dans les rues, seront dans les classes en train d'étudier. Et là, les médecins, au lieu de rester à la maison, seront dans les hôpitaux en train de sauver des vies. Et là, les capitaux morts, les jeunes qui jouent au ludo, au lieu de rester à la maison et suivre des films, des matchs de foot, seront dans des bureaux en train de travailler pour le développement de notre pays. Et c'est ça qu'il faudra. Et donc, c'est les grands avantages que nous aurons donc, oh là là, au sortir de ce dialogue. Et si les conclusions sont respectées. Oui. Si. C'est ça. Conclusion respectée. Parce que, allez-y. Là aussi, c'est une aberration. Par exemple, quand un ministre vient vous dire que dans l'administration publique, les gens sont admis à la retraite depuis des années, mais refusent de partir en retraite. Donc, au sortir de ce dialogue, il n'y aura plus tout ça. Les avantages, il y en a. Il y en a. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple se bat pour l'alternance et le changement. Si aujourd'hui, on te nomme directeur de société sur la base d'un cahier de charges et qu'on peut te juger pour insuffisance de résultats et te limoger ou te contraindre à une démission, mais pourquoi ne pas bien travailler? Mais vous allez bien travailler. Si vous êtes par exemple ministre de la Santé, on vous donne un cahier de charges et on vous fait l'examen, un examen à mi-parcours et l'évaluation à mi-parcours, on constate que non, vous êtes incapable par rapport à la mise en œuvre de votre cahier de charges, au respect de votre cahier de charges, mais vous partez et d'autres viennent. C'est ça un État, c'est ça une république. C'est ça. Eh bien, Rodrigue Gaego, nous arrivons donc ainsi à la fin de notre entretien, débat avec vous. Rodrigue Gaego, un dernier message. Mon dernier message, c'est à l'endroit du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé. Je crois qu'à partir du moment où il a bien lu le communiqué portant sanction des autorités guinéennes et y a apposé sa signature, je crois que d'ici demain, on ne parlera plus de dialogue, mais tout le monde reviendra de meilleurs sentiments pour qu'on remette au peuple togolais sa souveraineté. On dira le Togo n'est pas la Guinée. Je crois que j'ai parlé français et les gens ont écouté. C'est très important. Les contextes politiques diffèrent. Je crois que j'ai parlé français, les gens ont écouté. Et je suis sûr que ça dira quelque chose à qui de droit. Merci à vous, Rodrigue Gaego. Je rappelle que vous êtes donc journaliste, analyste politique au journal en ligne, la Gazette du Togo.com, mais également correspondant de Radio Canal K ici au Togo. Merci. Merci pour la confiance que vous nous faites et bien de choses à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapid Ego pour l'assistance technique au micro et Liklim Goka Dokanou. C'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.